Bonjour à tous pour les participants qui sont déjà arrivés. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, de rentrer dans le sujet, est-ce que tout le monde nous entend bien? Ouais, c'est bon? OK, parfait, parfait, parfait. Alors le sujet de notre webinaire aujourd'hui et vous le savez très bien puisque vous êtes inscrits, ça va être d'aborder le sujet comment bien, se lancer en tant que freelance. Donc le but, hein, de cette présentation, c'est d'aborder les étapes, importantes pour bien lancer votre activité. Alors avant de rentrer, dans le vif du sujet, je vais rapidement, présenter on va se présenter rapidement, les animateurs. Alors déjà, Colline Repolt, je suis, chargée de recrutement, pour un cabinet en fait, de recrutement. On accompagne, nos clients, dans la recherche de consultants freelance. La société s'appelant Club Freelance et puis, avec moi, Antoine Richard également. Merci Colline. Bonjour à tous. Un grand plaisir d'animer ce webinaire à tes côtés, Colline. Donc, je vais me présenter à mon tour. Je suis Antoine, je travaille pour l'expertcomptable.com, qui est un cabinet en fait d'accompagnement spécialisé pour les freelances sur la partie création de société et ensuite sur le suivi administratif. Donc moi en fait mon rôle au sein de l'expertcomptable.com, autre que celui d'animer des webinars, ça va justement être d'accompagner les freelances sur leur création, notamment en termes de conseils, que ce soit sur la forme juridique, sur leur imposition, etc. Donc voilà, je vais présenter une petite partie, notamment sur les formes juridiques, statut, un sujet que beaucoup de personnes ont en tête lorsqu'ils veulent se lancer en tant que freelance. Mais Colline, tu as déjà aussi, avant cela, pas mal de choses à dire de ton côté. Effectivement, effectivement et un grand plaisir, également de d'animer ce webinaire avec toi. Alors quels vont être les grands thèmes, hein, qu'on va aborder, pendant cette présentation? Déjà, je vais faire une petite passe, hein, rapide pour bien redéfinir, le terme freelance. Ensuite, je vous présenterai les qualités nécessaires, qu'il faut, à mon avis, avoir pour être un bon freelance. On abordera rapidement aussi la manière dont peut travailler un consultant indépendant sur le marché français. Comme vous a indiqué Antoine, on passera aussi sur le sujet comment bien choisir son statut et puis il vous donnera aussi quelques pistes de réflexion pour correctement définir votre offre commerciale. Et puis, on finira sur quelques petits conseils pour vous aider à trouver votre première mission freelance. Alors, bien évidemment, on a prévu un temps de présentation, un temps de questions, pardon, en fin de présentation. Mais si vous avez d'ores et déjà des questionnements sur certains thèmes, n'hésitez pas à nous les écrire via le chat. Et puis, on essaiera d'adapter un petit peu le contenu en fonction de vos questions et puis de votre statut aussi. Est-ce que vous êtes déjà freelance ou non? Voilà. Eh bien écoutez, allons-y, c'est parti. Alors pour débuter, je voudrais, déjà commencer par le fait que, le mode freelance, c'est aujourd'hui un mode de travail qui est de plus en plus, répandu en France. On retrouve des consultants freelance dans tous les secteurs d'activité et quel que soit le type d'entreprise, petite, moyenne ou grande, elles font toutes aujourd'hui appel, à des consultants, indépendants. D'ailleurs, pour vous dresser rapidement un portrait du freelancing en France aujourd'hui, voici quelques chiffres. Donc déjà, on compte plus d'un million, hein, de freelance sur le marché français en 2021. L'âge moyen d'un consultant indépendant, c'est 37 ans. Il y a ensuite 29% des consultants indépendants qui travaillent dans le secteur de la tech et de la data. Et 80% des freelances déclarent en 2020-2021 avoir un travail à plein temps. Alors, histoire que l'on ne fasse pas de confusion, je voudrais aborder très rapidement la définition de freelance. Alors déjà, freelance, faut savoir que c'est un terme générique. L'appellation correcte, c'est travailleur indépendant. Et un travailleur indépendant, c'est un prestataire de services intellectuels.
Alors, à la différence d'un salarié, hein, le freelance, il a pas mal de choses à gérer en plus de son activité quotidienne. Donc déjà, il va devoir gérer toute la partie commerciale, donc c'est-à-dire prospecter des clients pour décrocher un contrat et avoir une mission. Il devra aussi gérer sa carrière, donc se former, apprendre à se former et gérer aussi l'évolution de son projet professionnel. En entreprise, vous avez souvent un service RH, hein, qui vous accompagne sur cette partie. Bah, quand on est freelance, il faut pouvoir le faire tout seul. Il y a aussi une grosse partie à gérer qui est la gestion administrative, à savoir la création de votre statut et vous déclarer auprès des instances qui régulent le travail des indépendants, et aussi une partie comptable, c'est-à-dire déclarer vos revenus. Et ça, c'est des parties quand même un peu qui prennent quand même du temps, mais heureusement sur la partie administrative et comptable, il existe aujourd'hui des entreprises qui peuvent vous accompagner, mais Antoine vous l'expliquera bien mieux que moi dans peu de temps. Alors, si le freelancing aujourd'hui séduit de nombreuses personnes, c'est parce qu'il permet une certaine forme de liberté professionnelle, mais aussi et souvent des revenus un petit peu plus intéressants qu'en CDI. Seulement, il faut être conscient que le mode de travail freelance n'est pas forcément adapté à toutes les personnalités. Mon point de vue de recruteur, c'est qu'il faut avoir certaines qualités pour être un bon freelance sur le marché. Alors, déjà, je pense qu'il faut avoir une certaine expérience professionnelle. Alors, je dirais qu'à partir de 5 ans, on commence à justifier quand même d'une certaine expérience. Alors, pourquoi cette expérience professionnelle? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui font appel à des freelances parce qu'ils sont à la recherche d'une expertise. Donc, il faut pouvoir justifier d'une certaine expérience. Alors, il y a peut-être des gens parmi vous qui vont me dire, bah non, c'est pas vrai. Moi, j'ai moins de 5 ans d'expérience. Et oui, effectivement, il y a beaucoup de freelances qui ont moins de 5 ans d'expérience, mais pour le coup, c'est un pari un petit peu plus risqué que de lancer son activité quand on n'a pas beaucoup d'expérience. Autre qualité nécessaire à mes yeux, c'est votre capacité à savoir vous vendre. Quand vous allez commencer à chercher une mission, il faut savoir que vous serez pas forcément le seul candidat en fait le seul candidat en lice, hein, pour décrocher un contrat. Donc, il faut avoir une certaine aisance orale et être capable d'expliquer et de vendre correctement son expertise et surtout d'être capable de convaincre un interlocuteur. Sans ça, vous allez avoir beaucoup d'entretiens, mais vous ne décocherez jamais de mission. Donc vraiment, cette partie-là, effectivement, elle peut se travailler. Vous pouvez avoir un potentiel, mais il faut quand même voilà, être conscient que c'est une grosse partie de vente quand on est freelance. À mes yeux aussi, une qualité nécessaire, ce sera la maturité professionnelle. Alors, qu'est-ce que j'entends par maturité professionnelle? C'est la capacité à s'intégrer dans de nouvelles équipes, la capacité à s'adapter à des contextes qui peuvent être parfois difficiles, et puis aussi être conscient que quand vous serez freelance, vous serez responsable en fait de votre image, et que si à un moment vous avez un mauvais comportement chez un client ou que votre prestation n'est pas de qualité, et vous allez très vite vous créer une mauvaise réputation. Et le monde du freelancing en France, il est assez petit, et très vite vous allez vous retrouver blacklisté ou encore par des recruteurs ou par certains clients. Et enfin, dernière qualité qui à mes yeux est assez nécessaire, c'est votre capacité à travailler en autonomie. Vous allez pas forcément travailler, chez un client au sein des équipes. Vous n'aurez pas forcément un manager derrière vous qui va vous attribuer des tâches, au quotidien. Donc il faut avoir une capacité à, prendre des initiatives et à être proactif.
Voilà pour la partie plutôt, qualité, pour être un bon freelance. Alors, il y en a peut-être, parmi vous qui ont, déjà, réfléchi, qui ont déjà une réflexion assez mûrie, hein, sur le fait qu'ils veulent se lancer en tant que freelance. Donc j'aimerais, faire rapidement une petite présentation des différents modes, de travail, qui existent quand on est freelance. Alors 2 grands types de prestations s'offre à vous sur le marché français. Le mode de forfait qui correspond à un engagement de résultat. Donc en fait, en fonction du besoin du client, vous allez déterminer le nombre d'heures et le nombre de jours dont vous allez avoir besoin pour livrer le projet. Et le paiement de votre prestation se fera une fois le projet livré auprès du client. L'autre mode de travail, l'autre type de prestation, c'est, la régie qui correspond à un engagement de moyens. Là, en fait, votre, prestation, elle sera facturée à la journée et c'est le client qui va vous fixer la durée de la mission et le paiement de votre prestation, elle se fera, de manière mensuelle et vous devrez, en fait, envoyer chaque mois, une facture à votre client. Petit point d'attention là-dessus, il faut faire, attention parce qu'en fait, il y a certains clients qui paient à X jours à réception de facture, donc ça peut être 15, 30, 40 ou 65. Donc il faut vraiment bien penser, à avoir une trésorerie suffisante, notamment pour le premier mois de mission. Alors voilà, j'ai présenté une première partie des étapes, des questions qu'il faut se poser en fait quand on veut se lancer freelance. Je laisse la parole maintenant à Antoine, hein, qui va vous expliquer un petit peu les différents statuts que vous pouvez choisir quand vous souhaitez vous lancer votre activité d'indépendant. Eh bien, merci à toi, Colline. C'était super clair par rapport à ça. Je voulais juste rebondir par rapport à la facturation au forfait ou en régie. Colline, de ton expérience, c'est quoi qui est le plus utilisé? C'est plutôt la régie, non? Avec un forfait journalier? Oui, Ouais, généralement, en c'est le général, ouais. mode de travail le plus utilisé, mais on va retrouver, dans certains métiers, chez certaines fonctions, par exemple, les personnes qui peuvent développer des sites web, ils vont avoir peut-être parfois plus un mode de forfait. Mais effectivement, la régie est le mode de travail qui se voit le plus. Ok. C'était juste pour ma culture perso. J'espère que ça aura pu D'accord. profiter aux autres. Et on avait une première question, on peut peut-être déjà l'évoquer, de Myriam, qui dit qu'elle est étudiante en troisième année d'ingénieur en GL. Comment je peux me lancer en freelance? Pour la première fois, de ce que je comprends. Alors, Myriam, je sais le fond de votre question, je ne sais pas si c'est sous quelle forme juridique ou comment faire d'un point de vue purement pratique. Je ne sais pas si toi, tu as une idée, Colline, ou alors si Myriam, vous pouvez nous apporter plus de précision par rapport à ça. Alors, pour le coup, moi, j'ai pas mal travaillé avec des étudiants et pour le coup, le statut juridique qui est le plus, choisi, ça va être l'auto-entreprise. Mais alors comment en pratique, Myriam? Bah, ça va être mais j'y viendrai un petit peu plus tard, dans la présentation, mais il faut que vous, créiez un CV et puis que vous commenciez en fait à prospecter, auprès de différents clients et à vous donner de la visibilité en fait auprès de recruteurs ou auprès de clients qui peuvent être intéressés par votre domaine d'expertise. Bon. Ça fait une excellente transition. Tu as parlé de statut juridique et d'auto-entreprise. Et ben, ça va être bien parce que c'est le premier statut qu'on va évoquer. Donc là, ça va être la partie, on va dire, purement un peu plus comptable et fiscale. Alors rassurez-vous, je vais essayer d'utiliser les mots les plus simples possibles, ne pas vous perdre dans un jargon administratif où on peut ne pas comprendre grand-chose. En tout cas, ne pas hésiter à poser vos questions. Il n'y a pas de souci, je pourrais y répondre au fil de l'eau si ça correspond à ce que j'évoque à l'instant T. Il n'y a aucun problème. On est là pour ça, bien sûr. Donc, on va voir les statuts les plus usuels et ceux qui sont le plus choisis lorsqu'on est freelance. Donc, en fait, il y en a trois, la micro-entreprise et l'entreprise individuelle. Alors, l'entreprise individuelle étant l'évolution de la micro-entreprise, on y reviendra par la suite. On verra également le statut de l'EURL et de la SARL. Alors, l'EURL et la SARL, c'est exactement la même chose, sauf que l'EURL, c'est une SARL à associé unique, lorsqu'il y a un seul associé. Et on verra en toute fin,
statut que vous devez aussi certainement connaître, parce que c'est un peu le statut en vogue en ce moment, celui de la SASU SAS. Donc, là, même principe, la SASU, c'est une SAS, mais unipersonnelle, d'où le U, tout simplement. On va commencer par voir la micro-entreprise. Quels sont les tenants et aboutissants de la micro-entreprise? Qu'est-ce qui la caractérise? Je vais y arriver. Alors, les grands principes de la micro-entreprise, de base, c'est que le suivi administratif, il est vraiment ultra simplifié. En termes de déclaration, de gestion comptable ou de gestion administrative, au quotidien, c'est vraiment très réduit parce que la seule chose que vous aurez à faire sur la micro-entreprise, ça va être de déclarer votre chiffre d'affaires tous les trimestres sur le site de l'URSSAF, faire une déclaration de TVA si vous dépassez un certain seuil, ça on y reviendra par la suite, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de bilan à faire, donc en théorie, il n'y a pas vraiment besoin de comptable. Par exemple, nous sur l'expertcomptable.com, les micro-entrepreneurs, du fait de la simplicité du statut d'un point de vue administratif, on n'en gère pas. Donc voilà, ça c'est la principale caractéristique. Les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu en micro-entreprise sont calculés sur le chiffre d'affaires encaissé. Donc, par exemple, vous allez faire une presta que vous facturez 10 000 euros, par exemple pour le mois de septembre. C'est ce qui va servir de base de calcul pour les cotisations sociales et pour votre impôt sur le revenu. En fait, en micro-entreprise, là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas de notion de déduction de charges professionnelles. On ne peut pas déduire ces charges en micro-entreprise. C'est pour ça que c'est la totalité du chiffre d'affaires qui sert de base de calcul. En micro-entreprise, notamment pour les prestataires de services, a priori ça concerne peut-être pas 100% de notre audience, mais pas loin. En tant que prestataire de services, il y a un plafond de micro-entreprise au-delà duquel on ne peut plus avoir accès à ce statut. Le plafond pour un prestataire de services, c'est 72 600 euros, qui peut être vite fait, rapidement dépassé. Par exemple, on va prendre un consultant informatique qui, en début de carrière, doit facturer en moyenne, de ce que je vois moi au quotidien, entre 450 et 600 euros au jour. Le plafond, il a vite dépassé, parce que si on travaille, on va dire 220 jours à l'année, on va arriver à 110 000, 120 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on a rapidement dépassé ce plafond. Donc ça, c'est vraiment le plafond au-delà duquel la micro-entreprise, c'est plus possible. On va devoir évoluer sur un autre statut. Mais il y a un plafond intermédiaire en micro-entreprise, c'est le plafond de la TVA, qui est de 34 600. C'est-à-dire que tant que vous n'atteignez pas ce plafond-là, sur les factures que vous allez éditer pour vos clients, qui sont relatives à vos prestations, il n'y aura pas de TVA dessus. Si vous dépassez ce plafond-là, il faudra les soumettre à TVA. Donc un prestataire de service, encore une fois, je vais prendre l'exemple d'un consultant informatique, une fois ce plafond dépassé, devra facturer de la TVA, donc ajouter 20% de TVA. Donc on peut se dire, ok, c'est embêtant parce que mon client, il va payer 20% plus cher mes prestations à partir du moment où je vais déplacer le plafond de la micro-entreprise. Alors, il ne faut pas réfléchir comme ça parce que très généralement, les personnes qui sont freelance, les consultants, que ce soit dans l'informatique, dans la com ou le conseil aux entreprises, facturent eux-mêmes des professionnels qui, de leur côté, vont pouvoir déduire ces 20% de TVA. Donc voilà, il ne faut pas se dire, ok, je dépasse le plafond, situation alarmante, mon client va prendre 20%, ce n'est pas le cas parce que lui, de son côté, si c'est un professionnel, il va pouvoir déduire la TVA. En micro-entreprise, au niveau du régime social, on appartient à la sécurité sociale des indépendants, mais on est au régime micro-social. C'est-à-dire que le taux de charge au régime micro-social, il est de 22% pour un prestataire de service, calculé, comme je le disais précédemment, sur le chiffre d'affaires encaissé, sans, je le rappelle, notion de déduction de charges. L'impôt sur le revenu, c'est donc ça, tout le monde connaît, l'impôt sur le revenu, tout le monde en paye, ou tout le monde va en payer, ou tout le monde en a déjà payé. Il faut savoir qu'en tant que micro-entrepreneur, on a un abattement forfaitaire de 34% sur ce qu'on va déclarer. Donc, c'est-à-dire que si on déclare, pour simplifier le calcul, je vais prendre si on déclare 100 euros de revenus en micro-entreprise, la base de calcul d'impôt sur le revenu, ça va être 66 euros, parce qu'on aura enlevé 34% en fait, du chiffre d'affaires grâce à cet abattement. Ou alors, en micro-entreprise, on a la possibilité d'opter pour ce qu'on appelle le prélèvement libératoire. C'est-à-dire que vous allez payer un forfait mensuel en même temps que vos cotisations sociales, un forfait de 2,2% d'impôt sur le revenu. C'est très très peu, c'est
ultra intéressant, je vais pas vous le cacher. Bien sûr, il faut répondre à certaines conditions pour pouvoir accéder à ce prélèvement libératoire. Alors, je les ai plus en tête, et puis ça dépend de votre situation, si vous êtes marié, en couple, et cetera, et du nombre de parts. Mais voilà, il faut se dire que pour avoir accès à ce prélèvement libératoire, précédemment, il faut avoir eu un revenu assez faible, on va dire modeste. On avait une question de la part de Hervé, et Eleonore a répondu, donc c'est parfait. Ou non, c'est toi, Colline, qui a répondu. Donc, pour récapituler, au niveau de la micro-entreprise, sur les points positifs et les points négatifs. Point positif, inscription rapide et simple. Créer une micro-entreprise, ça se fait sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr en 5 minutes. Donc, il n'y a pas plus rapide et il n'y a pas plus simple. Le calcul des cotisations sociales et de l'impôt, c'est simple, il faut juste retenir que c'est le chiffre d'affaires qui va servir de base de calcul. Donc, en termes de compréhension, c'est super simple, mais du coup, en termes d'optimisation, c'est relativement limité. Et le point positif, le troisième, c'est le formalisme qui est réduit parce que les obligations administratives, si ce n'est faire une déclaration de TVA si vous avez dépassé une seuil et déclarer tous les trimestres vos revenus à l'URSSAF, c'est pas grand-chose et c'est pas ça qui va vous prendre beaucoup de temps. Point négatif, on l'a évoqué précédemment, c'est la limite du chiffre d'affaires. Effectivement, 72 600 €, mine de rien, ça vient vite pour un prestat de service. Et en micro-entreprise, le point négatif également, étant donné que c'est une activité qui est exercée en nom propre, c'est par exemple moi, Antoine Richard, qui exerce mon activité, eh bien, il n'y a pas de différenciation entre le patrimoine pro et le patrimoine perso. Donc, c'est-à-dire que si, alors je le souhaite à personne, bien sûr, mais pour X ou Y raison, vous n'arrivez pas à payer vos cotisations sociales, ou alors vous devez de la TVA, vous n'arrivez pas à la régler parce que voilà, vous avez eu une gestion assez catastrophique de votre trésorerie, eh bien, on va pouvoir venir vous embêter sur vos biens personnels. Et ça peut être embêtant parce qu'il y a certaines personnes, certains entrepreneurs qui recherchent vraiment cette distinction entre le patrimoine perso et pro, où là, effectivement, ce sera plus un format société qui sera important. Pour résumer, la micro-entreprise, à qui je la conseille? À quelqu'un, par exemple, qui n'est pas sûr de son chiffre d'affaires. Il veut se lancer freelance, il en a marre du salariat, OK. Il veut se lancer freelance, mais il ne sait pas du tout combien il va pouvoir faire en termes de chiffre d'affaires, parce que soit il n'a pas prospecté, soit c'est compliqué pour trouver une mission. Autant partir sur une micro-entreprise. Pour le début, ça permet de se lancer de manière peut-être plus sereine, sans se prendre la tête et sans remplir des obligations qui sont importantes. Ou alors, je peux la conseiller effectivement, comme Myriam par exemple, vous qui êtes étudiante, la micro-entreprise, c'est totalement adapté parce qu'effectivement, c'est simple à faire en termes de gestion, etc. Et puis, vous n'aurez pas forcément également une visibilité sur le chiffre d'affaires que vous allez faire, quoi. Ou alors, quelqu'un qui a une activité secondaire, peut-être qui est salarié à côté et qui souhaite, je ne sais pas, travailler une demi-journée par semaine ou plus sous un statut freelance parce qu'il a trouvé une petite mission comme ça de dev web, par exemple, ce serait cohérent de partir sur une micro-entreprise. D'ailleurs, alors avant de te lancer dans les autres formes juridiques, on a une question d'Odile qui demande, c'est pour rester sur le thème de la micro-entreprise, comment s'articule le statut micro-entrepreneur et celui des indemnités par Pôle emploi lorsqu'on est indemnisé en tant qu'ancien salarié licencié souhaitant devenir indépendant? Alors Odile, c'est une excellente question parce qu'elle va pouvoir servir à pas mal de monde. Parce que quand on veut devenir freelance, souvent on se trouve dans le schéma de la rupture conventionnelle avec la possibilité de toucher ses allocations de Pôle emploi tous les mois. Et le statut de la micro-entreprise, dans ce cas-là, n'est pas le plus adapté parce que en tant que micro-entrepreneur, le chiffre d'affaires que vous allez encaisser sera considéré comme du revenu. Donc forcément pris en compte par Pôle emploi. Et au final, ça va faire que décaler vos indemnités et vous ne pourrez jamais les toucher. Il y a un autre schéma qu'on verra, notamment via la SASU, qui permet de cumuler ces indemnités Pôle emploi, de les toucher à 100% tous les mois, tout en ayant la capacité d'encaisser du chiffre d'affaires. Mais ça, on va justement l'évoquer sur la partie SASU. Mais Odile, effectivement, c'est une super question. Mais pour moi, le statut de micro-entrepreneur, quand on touche Pôle emploi,
et qu'on veut écouler ses droits n'est pas le plus adapté. On va aborder à présent la forme juridique de l'EURL /SARL. Je parlais juste de l'EURL, mais vous aurez compris que c'est exactement la même chose, exactement le même fonctionnement, seul le nombre d'associés va différer. Alors, la création d'une EURL, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la création d'une personne morale qui va être là vraiment distincte de vous, personne physique. Ce sera une entité à part juridiquement parlant. Ce qui va faire qu'il y aura une protection entre le patrimoine pro et le patrimoine perso, parce que c'est d'un point de vue juridique pas la même personne. Si vous voulez, en fait, lorsque vous allez vous lancer en société, la responsabilité, on entend souvent cette phrase-là, elle est limitée au montant des apports, c'est-à-dire le capital que vous allez apporter à la création. Donc ça peut être super sécurisant de se dire, ok, même si j'ai la pire gestion du monde sur ma société, on ne pourra jamais me prendre ma voiture ou ma femme ou ce que vous voulez. Donc ça, c'est quand même important de l'avoir en tête. En EURL, effectivement, étant donné que c'est un format société, il n'y a pas de limite de chiffre d'affaires. Donc là, vous pouvez vraiment y aller. Vous pouvez avoir 2 missions en même temps. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas cette notion de seuil de chiffre d'affaires. Donc, encore une fois, pour un consultant informatique ou qui fait du conseil aux entreprises qui va facturer dans les 600-700 € jour, c'est directement le statut le plus adapté parce que on va vite fait atteindre les 150 000 € de chiffre d'affaires. Donc, pas de limite sur ce statut-là. En termes de régime social, en EURL, on est ce qu'on appelle travailleur non salarié, TNS. Alors, c'est un nom un peu bizarre, parce qu'on pourrait croire que c'est un travailleur qui ne reçoit pas d'argent, qui fait ça bénévolement, mais non, c'est simplement le nom du statut. Vous allez quand même, et vous allez pouvoir, en EURL, SARL, percevoir une rémunération de votre société. Et ce qui caractérise aussi une société, c'est qu'il y aura nécessairement besoin d'avoir un suivi comptable, parce qu'effectivement, ça doit répondre à beaucoup d'obligations fiscales, sociales, légales, juridiques, etc., qui peuvent prendre du temps, voire beaucoup de temps. Et je pense que ce temps-là, vous préférez le passer au développement de votre activité, à la gestion de vos prospects, à vos relances commerciales ou même au développement de votre produit, plutôt que de passer ce temps-là à faire une déclaration de TVA ou essayer de comprendre comment fonctionne un bilan. Sans parler du risque d'erreur qu'il peut y avoir, et auquel cas, s'il y a un contrôle, l'administration va vous retomber dessus. Donc voilà, là je prêche pas forcément que pour l'expertcomptable.com, mais d'une règle générale, quand vous avez une société, prenez un comptable, que ce soit nous ou un confrère, c'est essentiel et ça va vous sauver, ça peut vous sauver la vie. Je parle par expérience. Ce qu'il faut savoir par rapport à l'EURL en termes de régime social, j'ai oublié de l'évoquer, au niveau du pourcentage de cotisation sociale, on était à 22% sur la micro-entreprise. Là, on est à 45% sur l'EURL. Ça peut paraître beaucoup plus élevé. Cependant, il faut avoir en tête que la base de calcul n'est pas la même. En micro-entreprise, on prenait le chiffre d'affaires en termes de base de calcul, alors que là, sur le format EURL, ce qu'on va prendre en compte, c'est la rémunération que perçoit le gérant. Donc, c'est totalement différent. C'est totalement différent parce que la rémunération que perçoit le gérant, c'est ce qui va se verser une fois qu'il a encaissé son chiffre d'affaires, mais aussi après avoir déduit toutes ses charges professionnelles, frais de déplacement, achat de matériel, etc. Donc, la base de calcul sera moins importante. Il ne faut pas avoir peur. Le taux est plus important, mais la base de calcul est aussi, elle, plus faible. Point positif de ce format-là, donc de l'EURL, c'est effectivement, étant donné que c'est une société, la possibilité d'avoir cette protection du patrimoine pro-perso. Point positif également, au niveau des cotisations sociales, ça reste très avantageux. 45%, c'est pas énorme. On le verra par rapport à la SASU. C'est quand même très modéré en termes de charges sociales. Pour un statut format société, on s'entend. Point négatif en EURL et SARL, c'est la rigidité des statuts. Effectivement, quand on crée sa boîte, on doit rédiger ce qu'on appelle des statuts. Donc, c'est en quelque sorte la biographie de la société, qui la compose, ce qu'elle fait comme activité, quelles sont les limites des associés, etc. Et en EURL et SARL, c'est assez rigide. On ne peut pas mettre, par exemple, de limite à un associé ou ce genre de choses. Ou en tout cas, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, quelqu'un qui souhaite faire évoluer sa société dans le temps,
intégrer de nouveaux associés, etc., dans 2, 3, 4 ans, et pourquoi pas changer d'activité ou autre, autant partir sur la forme juridique qu'on va voir par la suite. Également, en EURL et SARL, les dividendes sont soumis aux cotisations sociales. Donc, les dividendes, j'en ai pas encore parlé. Je vais apporter plus de précisions sur la slide d'après. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en EURL et SARL, les dividendes, vous payez donc l'imposition des dividendes plus des cotisations sociales comme si c'était de la rémunération. Donc, ce n'est pas du tout avantageux. Et aussi sur ce format-là, étant donné qu'on est inscrit à la sécurité sociale des indépendants, qui avant s'appelait le RSI. Alors, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais ça avait plutôt mauvaise presse il y a quelques temps, parce qu'il y avait des problèmes d'affiliation, de calcul de cotisation sociale, etc. Voilà, ça peut être un argument qui va jouer en la défaveur de ce format-là. Mais bon, il faut savoir qu'ils sont grandement améliorés. Et par exemple, si vous vous faites accompagner par un expert comptable, nous, chez l'expertcomptable.com, on gère les échanges avec la sécurité sociale des indépendants. Donc, cet argument, il est là, mais il n'est pas à prendre en compte. Format suivant, c'est celui de la SASU-SAS. Donc, c'est vraiment celui qui est un petit peu plus en vogue en ce moment, on va dire. Donc, ça va reprendre les mêmes principes. Donc, création d'une société personne morale, donc distinction du patrimoine pro-perso, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les statuts, là, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est plus flexible en SAS, SASU si vous souhaitez la faire évoluer, intégrer de nouveaux associés, mettre des limites, etc. Donc, plutôt partir sur ce format-là, c'est effectivement, vous avez vraiment un projet global qui est défini dans le temps. Pas de limite de chiffre d'affaires, donc ça, on l'a déjà vu. Et ce qui change, et c'est vraiment là le point de différence entre une EURL et une SASU, c'est le régime social. En EURL, on était TNS, travailleurs non salariés, avec 45% de cotisation sociale. En SASU SAS, on est assimilé salarié, mandataire social, soit président, soit directeur général. C'est-à-dire qu'on va avoir une fiche de paye quand on se verse de la rémunération. Et là, le taux de cotisation sociale, il n'est pas de 45%. J'espère que personne ne va tomber de sa chaise, mais il est de 75%. Il est quand même beaucoup plus élevé. Mais il faut savoir qu'en SASU SAS, on ne va pas tous prendre en salaire, ce serait beaucoup trop coûteux. En SASU SAS, justement, on fait un arbitrage rémunération-dividende, en fait. On va se prendre une partie en salaire tous les mois, parce qu'on a bien besoin de vivre. Et le reste, en fait, on va se le basculer en dividende, qui est beaucoup moins taxé que les 75% de cotisation sociale que je viens d'évoquer. Mais bien sûr, à rémunération égale, si pour vous la protection sociale en termes de retraite, de maladie, etc., c'est hyper important, c'est le statut qu'il faut faire. Et effectivement, besoin d'un suivi comptable pour les raisons également qu'on a évoquées. Point positif de la SASU et de la SAS, le premier, c'est qu'il n'y a pas de minimum de charges sociales à payer. Et ça, c'est ultra intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on est en SASU et qu'on ne se verse pas de salaire, on ne paye absolument pas de cotisation sociale. Alors que si on est sur une EURL et qu'on ne se verse pas de salaire, on va payer un forfait minimum obligatoire à hauteur d'environ 1 500 €, même si on ne se verse pas de salaire. Et là où ça va rebondir avec la question de Odile, si quelqu'un touche Pôle emploi, qui ne va pas se verser de salaire, du coup, parce qu'il touche son chômage, qui va laisser le bénéfice bien au chaud sur la société, c'est une SASU qu'il faut qu'il fasse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne payera pas de cotisation sociale, étant donné qu'il ne se versera pas de salaire. Ce sera beaucoup plus avantageux de partir sur ce schéma-là quand on touche Pôle emploi et qu'on souhaite cumuler la création de sa boîte à côté. Puis alors, en général, Pôle emploi, on le touche pendant 600 jours et quelques, donc pendant 2 ans. On touche Pôle emploi pendant 2 ans, donc on ne se rémunère pas, on encaisse du chiffre d'affaires, etc. Mais ce chiffre d'affaires-là, il faudra avoir en tête qu'il n'est pas perdu. Plus tard, vous pourrez vous le redistribuer sous forme de dividende une fois que vos indemnités Pôle emploi seront écoulées. Point positif également, la souplesse des statuts. Donc ça, je l'ai déjà aussi, j'en ai déjà parlé longuement, c'est beaucoup plus flexible. Et point positif, là, c'est que les dividendes en SASU SAS ne sont pas soumis à cotisation sociale. Il y aura juste l'imposition des dividendes qui va arriver et c'est tout. Point négatif, le coût de création potentiellement plus élevé. Ouais, parce qu'en fait, étant donné que les statuts sont à la carte,
Si vous les faites réaliser par un avocat ou un notaire, bah, il va potentiellement demander plus d'honoraires. Mais ça, par exemple, si vous passez par nous pour la création de la société ou un autre acteur dans le digital qui propose des services de création, en général, il n'y a aucune différence de coût entre la rédaction des statuts de SAS ou de EURL. Et point négatif par rapport à la SASU SAS, c'est le coût des cotisations sociales qui est bien plus élevé. Donc, quelques pistes pour vous décider. Donc, c'est un petit récap de ce que je viens de dire. Je vais juste évoquer rapidement les cas où ça pourrait être intéressant de faire telle chose ou alors telle forme juridique. On l'a vu, quelqu'un qui touche Pôle emploi, SASU directement parce qu'il ne va pas se rémunérer, il ne va donc pas payer de cotisation sociale sous ce format-là, ce qui ne serait pas le cas sur le URL ni sur la micro-entreprise parce qu'on a vu que sur la micro-entreprise, le chiffre d'affaires serait considéré comme revenu, donc ça décalerait les indemnités Pôle emploi. On va prendre maintenant quelqu'un qui est potentiellement à la retraite ou proche de la retraite. Là, il va plutôt falloir partir sur une SASU SAS parce qu'il ne va pas se rémunérer, étant donné qu'il a déjà fait ses meilleures années. Il va plutôt se verser des dividendes et on l'a vu, en SASU SAS, les dividendes ne sont pas imposés aux cotisations sociales. Autre cas aussi qu'on peut voir, quelqu'un qui aura des problèmes de santé, du diabète par exemple, et qui souhaitent avoir une bonne protection sociale, partez plutôt sur la SASU ou la SAS, parce que de base, vous allez bénéficier d'une bonne protection sociale. Vous payerez beaucoup de cotisations sociales, mais vous l'aurez. Alors que si vous partez sur une EURL, il y a peu de cotisations sociales, c'est moins cher, mais vous allez vouloir ajouter des contrats complémentaires auprès d'assurances privées. Ils vont vous demander un questionnaire de santé, et là, ça ne passera pas parce que, par exemple, vous êtes diabétique. Pour le reste, potentiellement, si vous n'êtes pas dans ce schéma-là, ce sera plutôt l'EURL qui sera la plus avantageuse. Mais je tiens à dire qu'il n'y a pas de statut magique, sinon c'est celui-là que je conseillerais. Il y a un statut qui est adapté selon sa situation perso. Est-ce qu'on est à Pôle emploi? Est-ce que pour nous, la protection sociale, c'est important? Est-ce qu'on ne favorise pas le cash? Quel est son niveau de charge? Quel est son niveau de chiffre d'affaires? Donc, il n'y a pas de bonne réponse. C'est vraiment un accompagnement qui doit être personnalisé. La Et d'ailleurs, avant définition. que tu commences, pardon, je te coupe, Ouais, Antoine. pas de souci. En tant que chez l'expert comptable, quel est le statut que vous créez le plus? Du coup, quel est le statut le plus recherché qui est choisi la plupart du temps? Souvent, nous, on se retrouve dans le cas où les freelances ont réussi à négocier une rupture conventionnelle. Donc, je dirais que, par exemple, moi, 60%, 70% de mes créateurs d'entreprise, je les oriente sur une SASU parce qu'ils ont Pôle emploi à côté, en fait. Ça, c'est vraiment le schéma que je rencontre quotidiennement, la rupture conventionnelle. D'accord, OK, Donc, très bien. effectivement, là, si vous êtes salarié et que vous souhaitez passer freelance, faites tout pour négocier la rupture conventionnelle. C'est un schéma qui est super intéressant. En cas de démission, vous n'aurez pas Pôle emploi. Ou le dernier recours, c'est de faire une démission reconversion. Donc, il faut faire un dossier auprès de ce qu'on appelle l'APEC, où là, ça pourrait potentiellement débloquer vos indemnités Pôle emploi si vous présentez le projet et qu'il est validé. On a une question de Hervé. Est-ce que c'est compliqué de passer d'une société individuelle vers une EURL? J'envisage de lancer ma micro-entreprise puis évoluer plus tard. Hervé, en fait, si vous êtes en micro-entreprise au début de votre activité et vous souhaitez passer en société, il n'y a pas de transformation. C'est juste on ferme la micro-entreprise et on ouvre la société. C'est aussi simple que ça. La définition de son offre. Donc là, c'est une partie un peu plus business, un peu moins comptable. Colline, justement aussi, si tu as quelques précisions que tu souhaites apporter sur ce sujet-là, que tu es aussi certainement en capacité de maîtriser, il n'y a pas de souci. Tu peux apporter aussi de la précision. Alors, J'interviendrai, pas de souci. Merci. nickel. Comment bien définir son offre? Donc déjà, il faut définir sa cible. Ça, c'est quand même ultra important. Vos prestations, elles vont être destinées à des clients et il faut savoir à quelle typologie de clients elles seront adressées, bien sûr, parce que ça va différer si c'est des professionnels ou des particuliers, par exemple. Donc ça, c'est ultra important. Il faut réaliser ce qu'on appelle des personas. Donc ça, c'est
c'est quelque chose que j'avais appris en cours. Mais en quelque sorte, voilà, c'est des profils clients. Donc les questions à se poser, on en a listé quelques-unes sur la présentation. Qui a besoin de mes prestations? Donc professionnels, particuliers, TPE, PME, etc. Quelles sont leurs caractéristiques et qui est exactement le signataire du devis in fine. Donc ça, c'est ultra important. Est-ce qu'il y a un intermédiaire? Est-ce que c'est le client définitif? Etc. Parce qu'il faut aussi jauger ça. Si c'est par exemple un intermédiaire, vous n'allez pas définir la même offre que si vous facturiez en direct, par exemple. Ensuite, il va falloir définir sa segmentation. Donc, une fois que la cible de vos clients, vous l'avez targeté, il va falloir catégoriser vos segments de clients afin de pouvoir communiquer de manière personnalisée. Par exemple, même si vous avez une cible multiple et que vous allez adresser aussi bien, vous, des services à des particuliers qu'à des professionnels, ce ne sera pas la même manière de communiquer. Hein. Peut-être que potentiellement, vous n'allez pas prospecter de la même manière. Peut-être que vos relances prospects ne se feront pas aussi de la même manière. Il faut vraiment s'adapter au profil de société ou de personnes physiques que vous allez démarcher en quelque sorte. Donc, les questions à se poser, c'est se mettre à leur place. Quels sont leurs critères? Et surtout, suis-je en capacité de m'adresser à plusieurs cibles en même temps? Est-ce que ce ne serait pas plus judicieux de définir une offre spécialisée? Par exemple, nous, sur l'expertcomptable.com, c'est le parti pris qu'on a fait, c'est qu'on est spécialisé dans les consultants et les prestataires de services intellectuels. Par exemple, un restaurateur, une pharmacie, d'un point de vue comptable et création de société, on ne le fait pas, quoi, parce qu'on a voulu se spécialiser. Et en troisième partie, on a définir son positionnement, donc déterminer la position occupée par votre offre commerciale dans l'esprit de vos clients. Est-ce qu'on est plutôt sur une offre, on va dire, basique, avec des coûts réduits, mais forcément avec des prestats en face qui ne sont pas haut de gamme? Est-ce qu'on est plutôt dans une prestation intermédiaire qui va répondre à un peu tous les besoins pour un prix moyen? Ou alors carrément sur une prestation plutôt haut de gamme, que ce soit en termes de tarification ou d'accompagnement, par exemple. Donc, les questions à se poser: comment mon offre doit-elle être perçue? Décidément, j'arrête pas de bégayer ce soir. Comment je peux résumer mon offre, ce qu'on appelle, on va dire, le short speech, et en quoi elle est différenciante par rapport à une offre égale de mes concurrents, ou alors par rapport à une offre qui ne serait pas égale, mais du coup, en termes de prestat, est-ce que j'ai un meilleur service ou un moins bon service? Est-ce que, Colline, tu as des petites précisions à apporter par rapport à ça? Non, j'ai pas forcément de précision, mais effectivement sur cette dernière partie, définir votre positionnement, c'est, très, très important quand vous allez, démarrer les process, d'entretien. Commencer à chercher des missions parce que si vous vous lancez dans tous les sens et que, dans votre tête se définit la définition de votre positionnement n'est pas claire, vous allez vous retrouver à démarrer des process qui n'ont rien à voir avec votre domaine d'expertise. Donc c'est vraiment très important de définir correctement votre offre commerciale et votre positionnement sur le marché, quel que soit votre domaine d'expertise. Exactement, et ça nous amène à cette slide-là. Quelle est ma proposition de valeur? Donc, comment bien définir mon offre? Donc, c'est la suite de ce qu'on vient de se dire. Donc, objectif, réaliser son mix marketing afin de se poser les bonnes questions avant de se lancer. Donc, voilà, il faut brainstormer sur son produit, déterminer les caractéristiques, le positionnement, donc la qualité, les services qu'il pourrait y avoir en plus, le petit one more thing qu'on peut attendre. Le prix, bien sûr, déterminer le tarif, c'est quand même important. Les conditions et les moyens de paiement. Bon, ça, pour des prestataires de services intellectuels, bon, effectivement, c'est plutôt les conditions de paiement par virement à 30 jours. En tout cas, c'est ce que je vois dans la majorité des cas. Sa com, bien sûr, c'est important aussi, hein, la com, pour se vendre. Donc, déterminer les axes, les supports alloués. Est-ce que je passe par du Facebook AdWords? Est-ce que je fais plutôt du référencement naturel? Est-ce que je compte sur le bouche à oreille, etc. Et enfin, la distribution, donc déterminer ces canaux de vente. Donc voilà, ça, pour les prestataires de services, c'est plutôt assez simple quand même
à définir? Alors pour tous ceux qu'on aurait convaincus maintenant de se lancer en tant que freelance, la dernière étape et du coup, une des plus compliquées, ça va être de trouver une mission et pour le coup, ce n'est pas toujours chose aisée. Donc je vais vous donner quelques petits conseils, à mettre en application pour trouver, facilement, je dirais votre 1re mission. Alors déjà, quand même première étape, il est, primordial que vous rédigiez un CV, un dossier de compétences, un book pour certaines professions. Parce qu'en fait, ça va être un support hyper important dans le sens où il y a beaucoup de clients qui décideront de vous rencontrer parce que ils auront pris connaissance du CV, du dossier de compétences ou de votre book. Donc c'est votre carte de visite en fait, et c'est vraiment ce qui va pouvoir déclencher un entretien, un échange avec le client. Donc vraiment étape très importante et vous allez voir de toute façon, on va très souvent vous le demander donc faites-le avant de commencer à trouver une mission, ça vous permettra de gagner du temps. À quoi ça va servir, ce CV? Ben, en grande partie à vous donner de la visibilité et comment on se donne de la visibilité? Et là, je pense que c'est un petit peu, là-dessus que vous vouliez, intervenir, enfin, où vous aviez des questions, Mariam, au en début de présentation, c'est, quels sont les canaux à ma disposition pour me donner de la visibilité et trouver des missions ou être contacté pour des missions. Donc 1er canal déjà, les réseaux sociaux, professionnels, il faut les utiliser. Ils n'ont pas été créés, pour rien et ils fonctionnent très bien. Je vais vous passer, hein, vous devez tous le connaître, mais une présence sur LinkedIn, c'est pour moi, quasiment indispensable. Alors 2 ou 3 petits conseils comme ça très rapidement, sur la manière dont vous pouvez optimiser votre réseau, vos réseaux sociaux professionnels et notamment LinkedIn, et ensuite dans la présentation, hein, qu'on vous enverra en fin de webinar, vous trouverez des articles qui vous permettront d'optimiser, justement votre profil. Donc déjà le profil LinkedIn, il faut essayer de remplir le plus d'éléments possible. Pourquoi? Parce que plus vous remplissez d'éléments, plus l'algorithme de LinkedIn vous fait remonter et vous donne de la visibilité auprès des gens qui naviguent et qui font des recherches de profil. Et je vous invite également à bien remplir, la partie à propos, en faisant une description synthétique et claire de vos compétences, description qui devra, bien évidemment correspondre à l'offre commerciale que vous aurez définie en amont. Et vous pouvez dans cette partie-là également ajouter, quelques petits, d'autres informations, du type, vos tarifs à la journée ou vos tarifs, plutôt au forfait, votre prochaine disponibilité ou encore, votre mobilité, géographique ou les missions que vous allez rechercher. Ça permet, aux clients ou aux recruteurs, en un seul coup d'œil, de savoir si votre profil match plus ou moins avec leurs besoins. Second canal que vous pouvez, utiliser pour vous donner de la visibilité, ça va être les job boards ou les sites, d'offres d'emploi. Donc on connaît tous bien évidemment les sites, type, Pôle emploi ou l'APEC, où les consultants peuvent déposer leur CV. Sachez que, ces job boards là sont aussi utilisés côté recruteur et par les clients pour identifier des profils. Alors, il en existe, bien évidemment d'autres que l'APEC et Pôle emploi, et il y en a beaucoup qui sont spécialisés dans certains secteurs d'activité. Donc je vais vous prendre l'exemple de l'informatique. Dans l'IT, les consultants utilisent beaucoup, la plateforme, freelanceinfo.com ou encore, lesjeudis.com. Voilà, donc ça c'est des endroits où vous pouvez déposer vos CV et pour le coup, vous serez contactés ensuite pour des missions. Une fois que vous serez donné de la visibilité, il existe 2 moyens plus ou moins, hein, de décrocher une mission, enfin des entretiens et puis une mission. Soit vous allez postuler directement, à des offres, soit vous allez être contacté directement par des clients ou alors, par des recruteurs. Donc là, il faut faire un peu attention.
parce qu'en fait, en fonction de la personne qui va vous contacter, bah, forcément, vous allez avoir différents types d'interlocuteurs, parfois des intermédiaires, parfois directement les clients finaux. Et donc, sur cette phase-là du process, faites bien attention à savoir adapter votre discours en fonction de votre interlocuteur. Par exemple, un recruteur n'aura pas forcément de compétences techniques. Donc, si vous rentrez trop dans la technique quand vous expliquez vos expériences, ben, il va plus forcément vous comprendre. Et pour le coup, vous allez peut-être pas forcément le convaincre que le poste est fait pour vous. Ensuite, vous allez démarrer des phases d'entretien. Alors, les entretiens, vous allez vous allez me dire que c'est un petit peu bête que je vous dise ça, mais croyez-moi, j'en vois des vertes et des pas mûres dans le domaine du recrutement. Un entretien, ça se prépare réellement et donc il faut se renseigner sur le secteur d'activité du client qui va vous recevoir en entretien et essayer, hein, dans la mesure du possible également, de connaître un petit peu la fonction et je dirais le background technique de vos interlocuteurs pendant l'entretien. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, ça va vous permettre de préparer un petit peu les questions qu'ils peuvent vous poser. Et donc, ben, forcément, si vous avez déjà un petit peu préparé dans votre tête vos réponses, et ben, enfin, vos réponses seront plus fluides et vous convaincrez plus rapidement vos interlocuteurs. Et alors ensuite, une fois que vous aurez, passé des entretiens et je vous le souhaite grandement, décrocher votre 1re mission, il y aura bien évidemment, hein, une phase, de contractualisation où là, vous allez négocier, avec le client les différentes clauses et comment, on encadre votre prestation et ensuite vous allez pouvoir, démarrer votre mission. Donc en gros, comment ça se passe une mission freelance? 1er jour, généralement, c'est plutôt la rencontre avec, vos équipes, avec vos managers. On peut vous donner ou non, du matériel et c'est une journée d'onboarding où vous faites vraiment la connaissance des équipes. Vous prenez, connaissance du contexte dans lequel vous allez évoluer et puis après, jour 2 et jour suivant, vous allez un peu plus rentrer dans le dur. Là, vous allez, bah, effectuer les tâches que l'on vous aura confiées et alors en fin de mois, vous allez passer à la partie facturation. Alors là, je parle bien évidemment des consultants qui travaillent en mode régie. Donc là, vous allez, suivant les clients, remplir une feuille de temps que l'on appelle également timesheet ou alors CRA. Cette partie-là, en fait, ça sert à répertorier le nombre de jours, compter, valider le nombre de jours que vous avez mis à disposition du client. Une feuille de temps qui devra correspondre au nombre de jours que vous facturez et que vous mettez sur votre facture. Voilà en gros comment va se passer sur un mois une mission freelance. Alors est-ce que il y a des personnes qui ont des questions par rapport à ce process de trouver une mission freelance, trouver sa 1re mission? Non, bon, ça veut dire que c'est à peu près, que c'est à peu près clair. En tout cas, on a une question de Hervé, mais je pense que ça concerne plutôt l'expert, plutôt toi, Antoine. Les premiers jours gratuits sont-ils une coutume? Non, alors je sais pas c'est par rapport à quoi? Je pense que c'est par rapport à la facturation quand tu travailles, à la journée en tant que freelance? Alors non, les 1ers jours ne sont pas coutumes d'être Ouais. gratuits. À partir du moment où vous commencez chez votre client, vous facturez, le nombre de jours où vous êtes rendu, où vous prestez chez votre client. Donc Ouais, non, dès la on première journée. fait dès la 1re journée, il y a très peu de clients qui ne vous paieront pas votre 1re Mmh. journée. En tout cas, j'ai jamais entendu un de nos clients en parler, donc je pense pas que ce soit une pratique courante, a priori. Ah non, les jours d'onboarding, Hervé, sont facturés. Sont facturés, ne vous inquiétez pas ou alors si votre cliente vous demande de ne pas les facturer, vous devriez dire quelque chose. Enfin, vous pouvez dire non, Mmh. Bah, en c'est tout cas. comme un salarié, hein, quand, par exemple, je pense que c'est pareil, chez vous, Club Freelance, quand vous les accueillez, les premières journées, vous faites les formations et cetera, vous faites l'onboarding, bah, ils sont payés donc là, c'est le même schéma.
Alors, David, vous aviez une question. Temps partagé ou consultant, qu'est-ce qui porte le mieux en ce moment? Je comprends pas très très bien le fond de votre question. Je suis désolée. Moi non plus. Je ne pourrais pas t'aider là-dessus. Temps partagé, peut-être qu'il voulait parler de Euh, solutions de portage, David? Portage salarial, peut-être? ou Versus alors, est-ce que consultant. la proposition d'accepter des missions qui sont en part-time? Bon, écoutez, si jamais vous pouvez mieux la rédiger. Si le vocabulaire temps partagé est plus porteur que consultant. Alors, vraiment, je suis désolée. Je vais peut-être vous paraître bête, mais je comprends toujours pas. C'est deux choses Ce... complètement différentes, en fait. Mhm. Bon, David, n'hésitez pas si Ouais, si vous vous voulez appréciez pas. ouais, si vous voulez un petit peu mieux rédiger la question pour qu'on puisse vous y répondre. Alors, du coup, pour finir sur cette présentation, je voudrais faire une toute petite passe en fait sur quelques conseils que. Alors. C'est bon, vous m'entendez? Oui, j'ai une petite coupure de connexion, excusez-moi. Je voudrais vous donner quelques petits conseils en fait qui m'ont été que j'ai récupérés auprès de consultants indépendants qui n'avaient peut-être pas forcément mis en place déjà ces pratiques-là, organisationnelles hein, plutôt, mais qui les ont beaucoup aidés dans leur activité de freelance. Alors pour le coup, il y en a beaucoup qui prennent un téléphone professionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que vous aurez donné de la visibilité et que tout Internet aura votre numéro de téléphone, clients, recruteurs vont vous appeler. Et pour le coup, c'est pas du luxe que de pouvoir séparer son activité professionnelle de votre téléphone perso. Je vous assure, vous passerez, enfin, c'est vraiment pas du luxe, vous passerez un bien meilleur moment dans vos soirées si votre téléphone n'arrête pas de sonner. Ensuite, autre chose, beaucoup de consultants m'ont dit qu'il fallait correctement préparer ses entretiens, prendre le temps. Donc c'est un petit peu redondant avec ce que je vous ai dit précédemment, mais voilà, pour le coup, il y a plein de consultants qui au début n'ont pas trouvé de mission parce que cette partie-là n'était pas bien gérée. Donc ils ont fait appel parfois à des coachs hein, pour être meilleurs en entretien, être plus performants en entretien. Ensuite, quelques consultants tiennent des tableaux de leur positionnement. En tant que freelance, vous allez généralement vous positionner sur plusieurs opportunités. Donc c'est pas mal, alors sans forcément faire un magnifique tableau Excel, hein, mais c'est pas mal d'avoir un petit fichier, un petit document Word pour répertorier les différents positionnements chez quel client, à quel tarif et sur quel type de projet. Ça vous permettra aussi de voir un petit peu où vous en êtes de vos différents process. Et également, demander des lettres de recommandation en fin de mission. Pourquoi donner ce conseil-là? Parce qu'en fait, il y a énormément de clients ou de recruteurs qui, en phase d'entretien, vont vous demander des contacts pour une prise de référence. Ça se fait de plus en plus de nos jours et c'est toujours un petit peu délicat parfois de donner le numéro de téléphone ou l'adresse mail de son ancien manager. Donc au moins, votre sortie de mission, si vous demandez ces lettres-là, vous pourrez les donner aux différents clients ou aux différents recruteurs sans que vos anciens clients ne soient dérangés. Et ensuite, dernier petit conseil, les consultants essaient de mettre à profit leur période d'intercontrat. En tant que freelance, vous allez peut-être pas forcément enchaîner tout le temps vos missions, donc vous serez dans des vous connaîtrez des périodes où vous n'allez pas être chez un client, vous ne facturerez pas. Ces périodes-là, c'est important de les utiliser de manière efficace. Et comment on peut les utiliser? Faire de la formation, de la veille technologique, ou ça peut servir aussi à faire du réseautage. Donc réseautage via les réseaux, en essayant d'avoir de nouveaux prospects clients, ou alors en allant directement à certains événements et essayer de présenter son offre, son positionnement à d'éventuels clients. Voilà, écoutez, moi de mon côté, j'ai à peu près fini ce que je voulais vous dire. Antoine, de ton côté, tu voulais rajouter des choses? Non, de mon côté, effectivement, c'était OK. On avait juste quelques questions en supplément. Hervé qui nous disait: «Avez-vous des conseils par rapport aux sociétés d'intermédiation?»
Donc là, je pense Hervé, vous voulez parler des sociétés de portage peut-être? Je ne sais pas si tu le comprends comme ça, Colline. Alors, est-ce que vous parlez, Hervé, des cabinets, de recrutement ou ouais, des cabinets de recrutement, qui vont justement faire l'intermédiaire entre, vous et des clients finaux derrière? C'est du placement en fait, un peu comme. Ouais, exactement. Donc, pour le coup, j'ai envie de vous dire, que je n'ai pas forcément de conseils, mais faites attention, quand même aux sociétés avec lesquelles vous travaillez. Il y en a forcément, hein, dans le lot qui sont peut-être pas forcément très professionnels. Après, je ne sais pas du tout quel est votre domaine d'expertise. Dans le secteur de l'informatique, vous allez en retrouver, énormément et chacune va avoir une spécialisation ou un domaine d'expertise. Donc non, pas de conseils particuliers. Hervé qui nous disait: «La SASU peut-elle avoir des salariés au-delà du dirigeant?» La réponse, est oui, bien sûr, et non, ce ne sera pas considéré comme des freelances, ce sera des salariés, ce sera vos salariés, en fait, Hervé, tout simplement. Alors, plutôt que des lettres de recommandation, est-ce possible de faire remplir aux clients un questionnaire de satisfaction? Alors oui, bien évidemment, vous pouvez faire remplir aux clients un questionnaire de satisfaction. Également, et nous on le fait par exemple chez Club Freelance, quand on fait des prises de référence auprès de clients, on a un questionnaire que l'on envoie, hein, directement à l'ancien client. Ça lui permet de le remplir de manière digitale, hein, sur Internet. Et puis après, on le reçoit, nous en interne, et du coup, il n'y a pas forcément besoin d'échanges, je dirais, de vive voix entre le recruteur, entre Club Freelance par exemple et le client. Donc oui, le questionnaire de satisfaction peut être une très bonne chose. La lettre de recommandation peut arriver sous le format d'un mail, hein, aussi. C'est recevable, tout à fait. Quels sont les services proposés par Club Freelance? Donc là, je pense que Oui, c'est alors Club Freelance, on est une agence en fait, on est un cabinet de recrutement et on accompagne, nos clients, sur le recrutement de profils dans l'IT. Dans l'IT, donc dans l'informatique. On les accompagne sur tout type de contrat, hein, que ce soit des contrats avec des prestataires externes et donc des freelances, ou alors on les accompagne, également, sur du CDI. On est sur l'ensemble des domaines d'expertise de l'IT. Donc, on traite autant des besoins en data science, des besoins sur des ERP type SAP, ou alors on travaille également sur la cybersécurité, tout en passant par du développement web ou mobile. Et puis, on propose des missions en France et également à l'étranger. Et alors ensuite, ça me permet de rebondir également sur l'offre que je propose. Alors j'ai mis en fait en place, chez Club Freelance, un service d'accompagnement gratuit. Donc ce sont en fait des échanges de 30 minutes, des séances de coaching, hein, on peut appeler ça. Donc des échanges de 30 minutes en visioconférence où j'accompagne les personnes qui voudraient devenir freelance à correctement se lancer. Alors bien évidemment, je n'ai pas de compétences, hein, sur la partie juridique et administrative. Par contre, je suis là pour vous aider à optimiser votre CV, vous aider à correctement cibler les clients qui pourraient être intéressés par vos compétences. Et je peux également vous accompagner sur une préparation à un entretien. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire sur l'adresse mail que vous voyez dans la présentation. Et puis, du coup, peut-être que ça vaudrait le coup aussi de présenter l'expert comptable, ouais, parce que je pense que votre service peut être quand même très intéressant pour beaucoup de personnes qui veulent se lancer en freelance. c'est ça, exactement. J'allais, justement y venir sur l'expertcomptable.com, ce qu'on propose. Alors je l'ai déjà un petit peu introduit, lors du début de ce webinar. C'est donc la création de la société. Donc, bien sûr, la création, on s'occupe vraiment de toutes les formalités de A à Z, hein. L'idée, c'est pour nous de rendre une expérience client où, vous puissiez être serein par rapport à la création de société. On sait très bien qu'on peut s'imaginer ça comme une montagne administrative, donc autant déléguer ça et que vous puissiez au moins commencer votre mission. C'est déjà stressant de devenir indépendant potentiellement,
Donc, si en plus la création et toutes les démarches administratives apportent un stress supplémentaire, bah, c'est pas rigolo. Donc voilà, nous on s'occupe vraiment de tout de A à Z sur la création de la société et notamment bah, la partie conseil, hein, c'est la première chose qu'on fait avec les personnes qui nous contactent. C'est-à-dire qu'on fait, c'est aussi un échange qui est totalement gratuit, hein, ça peut être sur visio, téléphone, qui dure 30-45 minutes et on fait le point sur votre projet. On détermine ensemble si c'est le URL, la SASU, la micro-entreprise la plus adaptée pour vous. Et puis, bah, selon ce qu'on décide, on peut vous accompagner sur la suite, sur la partie comptabilité. Petite précision par rapport à la partie création de société, chez nous, la création est offerte. On ne peut pas payer d'honoraires de création. Les seules choses qui vont rester à la charge du créateur de société, c'est les frais de tiers pour l'immatriculation et l'annonce légale. Bon, rassurez-vous, ce n'est pas extrêmement cher, hein, c'est des frais de tiers qui s'élèvent à 230 €. Ça va pour la création d'une société. Et puis après, on accompagne, comme je le disais, sur la partie administrative, où on va venir, encore une fois, proposer une expérience client. Vous allez pouvoir vous concentrer sur votre business et on va gérer tout ce qui est déclaration de TVA, bilan, assemblée générale pour vous, en fait. Et ça, on a plusieurs niveaux de prestations. On a une offre basique qui est à 49 € hors taxe, une offre premium, 99 € hors taxe, avec une notion de conseil, d'optimisation fiscale, sociale, etc. Ça, c'est un peu notre prestation phare. Et on a une offre à 149 € hors taxe qui concerne les plus gros projets qui ne seraient peut-être pas forcément adaptés pour un consultant informatique. Voilà le niveau de prestation qu'on propose, sachant que nos prestats nous restent sans engagement parce qu'on évolue à la satisfaction. On préfère que nos clients restent chez nous justement parce qu'ils sont contents de notre réactivité, de l'échange qu'on a avec eux, du contenu qu'on propose, plus que par obligation contractuelle. Donc voilà qui se cache derrière l'expertcomptable.com. Et comme j'avais précisé aussi, nous, on est spécialisé dans les consultants. Notamment dans l'IT où c'est une majorité de nos clients. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais on va dire que c'est 80% de nos clients, ce qui permet de vraiment connaître le domaine d'activité, les problématiques liées à ce domaine d'activité, les questionnements que vous pouvez vous poser, c'est des choses qu'on voit tous les jours. Donc forcément, nous, après, en termes de conseils, bah, on peut être au top. Et c'est ce que je disais, hein, on a choisi de se spécialiser dans notre offre justement par rapport à ça. On avait une question de Laure qu'on a loupé. Quelle assurance prend SVP, matériel assuré aussi? Alors Laure, effectivement, quand on crée sa société, ou sa micro-entreprise, c'est toujours important d'avoir une assurance civile professionnelle qui peut couvrir plusieurs choses. À la fois le matériel, si un client vient dans votre local, se casse la jambe, ça va aussi couvrir ça, mais c'est surtout important pour couvrir tout ce qui va être défaut de conseil. Si par mégarde vous effacez une base de données clients qui contenait des informations qui peuvent être valorisées à des milliards d'euros, bah, vous serez bien content d'avoir cette assurance professionnelle. Donc là, il faut s'adresser auprès d'assureurs spécialisés pour les assurances pro. Alors, il y a plusieurs acteurs digital, hein, un peu comme l'expertcomptable.com, mais qui sont dans le domaine de l'assurance, spécialisés pour les freelances. Donc, recherchez sur Internet. Ce n'est pas obligatoire d'avoir une assurance pro, sauf dans certaines activités. Parfois, même certains clients vont vous demander d'en avoir une, mais je vous encourage vraiment à le faire, c'est super important. Pour le coup, Laure, ce que j'essaierai de faire, c'est de revenir vers vous, par mail demain, parce qu'on a quelques partenaires justement qui proposent des assurances et effectivement, Antoine a raison, la plupart des clients aujourd'hui vont vous demander d'avoir une ERC Pro. C'est très important. Alors Antoine, on a une question, je ne saurais pas y répondre, de Christophe qui l'a posée il y a un petit peu de temps déjà. Pour pouvoir être employé par une société en Allemagne, la société me propose de devenir freelance et facturer au mois. Y a-t-il des taxes ou cotisations particulières dans ce cas de figure? Non, ce sera une société française imposée en France. Votre impôt sur le revenu sera imposé également en France. La seule notion, c'est qu'il y aura une auto-liquidation de la TVA sur les factures. Pour simplifier, vous ne mettrez pas de TVA quand vous allez facturer un client allemand. Sinon, ça ne change absolument rien en termes de création d'entreprise, de fiscalité ou quoi que ce soit. Ça ne change strictement rien. Je n'avais pas vu cette question. Oui, bah, Ah oui, ok, ouais, tout moi est non plus, je détaillé. l'avais pas vu, puis je suis remontée un petit peu. Tu as l'œil, C'est nickel. perdu au milieu des autres.
Bon, bah, on n'a plus l'air d'avoir d'autres questions. Je ne sais pas si toi, Colline, tu avais d'autres choses à ajouter par rapport à Club Freelance ou si c'était. Non, 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 vraiment, pas de, rien à ajouter. Vraiment, dans la présentation, normalement, vous trouverez mes coordonnées. Je vais remettre là dans la conversation mon adresse mail, mon numéro de téléphone. N'hésitez pas, hein, à me contacter si vous avez des questions par rapport à votre statut ou comment trouver des missions. Je serai avec plaisir, je vous accompagne dans votre nouvelle aventure. Moi, de mon côté, je vais vous mettre à l'écran mon lien Calendly. Comme ça, si vous souhaitez qu'on échange sur votre projet de création de société, il n'y a pas de souci. Vous prenez le créneau qui vous arrange selon vos dispos et mes dispos. Et puis, on échange sur votre projet. Donc, je vous le mets là. Il va apparaître à l'écran. Donc, n'hésitez pas à me solliciter, hein, même si c'est juste pour discuter. Vous en faites pas. Ce ne sera pas une perte de temps pour moi. C'est toujours de l'expérience à prendre. Donc, voilà par rapport à ça. Nickel. Eh ben, écoutez, merci à vous d'avoir suivi ce webinaire de fin de journée. C'est peut-être pas forcément la meilleure, le meilleur horaire, mais en tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. On espère avoir répondu à toutes vos questions. J'espère que la partie un peu plus technique avec les formes juridiques, ça vous aura pas trop cassé la tête et que j'ai pu m'exprimer avec des mots simples en étant clair, précis et concis. Ça a été un plaisir pour moi d'animer ce webinaire avec toi, Colline. J'espère qu'on en refera d'autres. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci, merci beaucoup pour votre attention et votre participation. On se dit à Merci très à bientôt. vous. Au Au revoir. revoir.